Après quelques mois, voire même quelques années, je crois 2 ans, sans avoir eu l'occasion de mettre les mains sur l'univers Game of Thrones ou en tout cas sur House of the Dragon. Ça y est, nous y sommes, messieurs, dames. Bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir pour ceux qui sont sur la rediff de la chaîne YouTube secondaire, évidemment. Rebonjour et rebonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Je devrais dire bonjour parce que, comme vous le savez, évidemment, 21h39, il fait encore jour. Ça sent bon l'été. Bon, on aimerait juste que le temps soit en fonction parce que ça fait chier, hein, voilà, les litres de flotte. Non merci, j'en ai marre, je n'en peux plus. On est le 18 juin, dans 3 jours c'est l'été, c'est la fête de la musique, nique sa mère. Voilà, merci de nous remettre un petit peu de beau temps. Au moins, de quoi réchauffer les cœurs. Comme le disait Amel Bent ou Chimem Badi, je sais plus, c'en est une des deux. On a House of the Dragon, voilà, qui revient avec sa saison 2, premier épisode, le retour d'Emma Darcy. Je peux vous garantir qu'on va reparler d'Emma Darcy parce que sa performance est absolument incroyable, dans le non-dit surtout, hein, on ne peut pas dire qu'elle ait beaucoup de dialogue, mais elle est d'une puissance exceptionnelle. Le retour aussi de Matt Smith, j'en passe, et des meilleurs, Egon, Emun, enfin bref, voilà, Otto Hightower, Alicent, Rhaenyra, Daemon et compagnie. On est là pour débriefer le retour des lives, regardez-moi ça comme c'est beau, le retour des lives, épisode par épisode. Vous aviez les reviews à la grande époque. On a maintenant les lives épisode par épisode. On commence avec donc ce premier épisode de 55 minutes, 58 minutes. Je ne me souviens plus exactement. Je dirais 58 minutes. Et des bisous évidemment à tous ceux qui s'en vont pour éviter les spoilers. On se retrouve pour le tournoi évidemment Woufoufou demain. Pour tous ceux qui entendent parler de ça, venez sur Twitch, c'est sympa, on s'y sent bien, il y a des tournois, on débat, il y a du beau mal aussi, il y a du beau monde. Épisode assez fou. Et la première chose, moi, que j'ai envie de reconstituer, alors on va parler de beaucoup de choses, hein, que ce soit du concept, que ce soit du visuel, que ce soit des effets spéciaux, que ce soit du glow-up, je trouve non seulement narratif, mais aussi visuel et esthétique que cette saison a eu avec un seul épisode sur la précédente, sachant que la précédente était déjà très bien, sur l'acting, sur les liens aussi avec les bouquins, puisque sachez, et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, et je leur dirai à chaque fois, je n'ai pas lu le livre, Feu et Sang, j'ai pas lu les bouquins Game of Thrones, donc moi je découvre avec la série, je pense que ce sera très intéressant, notamment pour le final de l'épisode 1, où on a les lecteurs des bouquins qui sont un petit peu plus sceptiques que les autres, et puis il y a ceux qui sont d'un point de vue purement cinématographique, filmique, bah, qui se disent en termes de glauque et de côté très sombre et assez violent, on se pose déjà là. La grande question qui est, est-ce qu'on doit montrer les choses ou non pour être capable de frapper? Je pense que House of the Dragon a montré que non. Beaucoup de choses évidemment à débattre dans cet épisode qui fait directement écho finalement, je pense, à la continuité des événements hein, qu'il y avait eu sur bah voilà, le petit 4 heures de Vagar, si on peut appeler ça comme ça, qui s'est juste fait un petit casse-dalle, bah, non seulement du dragon qui était le fils de la dragonne que vous voyez à l'écran, et puis bah, sur le dragon il y avait un petit peu le fils de Rhaenyra que vous voyez aussi à l'écran. Forcément, vous vous doutez bien que ça n'a pas été bien pris, hein, de la part de Rhaenyra comme de la part des autres. Visiblement, voilà, il y a eu quelques petites bisbilles. C'est une guerre qui s'annonce totale. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Voilà, c'est là-dessus que j'ai envie de commencer le débriefing de l'épisode. Je trouve qu'à l'instar de toute la saison 1, qui reniait, non, absolument pas, au contraire, qui retrouvait toute l'ambiance des premières saisons de Game of Thrones, moins d'action, moins d'effets visuels à outrance, mais une meilleure qualité d'écriture, on retourne à la politique, un retour à la politique qui est assez évident, un retour à la stratégie, un retour à des affaires de famille, mais en même temps, en faisant une balance qui est pour moi très intéressant, c'est le rapprochement au côté humain, où j'avais trouvé que dans House of the Dragon, la saison 1, on avait ce côté politique complètement, voilà, audacieux de la part de certains personnages, Alicent, Otto Hightower, etc., qui eux sont comment dire, attirés par le pouvoir à souhait, etc., et qui essaient d'asseoir leur supériorité, manipulation et compagnie, et d'autres protagonistes qui, eux, pour le coup, apportaient quelque chose je trouve, très humain. Et ça a été le cas dans cet épisode, justement, de ce que j'ai retrouvé, et c'est le premier point sur lequel j'aimerais intervenir, parce que c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est le talent d'actrice et
comment dire, de prestance dans le non-dit d'Emma Darcy dans le rôle de Rhaenyra. C'est ce qui m'a le plus convaincu. Avant qu'on parle de théorie, voilà, du final, et puis de divers éléments que j'ai eu l'occasion de noter, parce que j'ai pris pas mal de notes, évidemment, pour pouvoir discuter de l'épisode. Hein. C'est un épisode que j'ai vu une fois pleine, et j'ai revu pas mal de séquences ensuite pour avoir vraiment la meilleure analyse possible pour vous. J'ai trouvé l'acting d'Emma Darcy extraordinaire. Elle a une puissance, on le rappelle effectivement, hein, sa seule phrase c'est « Je veux la mort », c'est Daemon Targaryen. Je crois que c'est la seule phrase qu'elle prononce quand elle est devant l'Assemblée, etc., et qu'elle revient en larmes, c'est-à-dire qu'on la voit pas une seule fois, limite pas en larmes. Il y a ce côté rapport, évidemment, à la douleur d'une mère qui est hyper intéressante. Redites-moi si c'est des conneries, mais il me semble bien que je sais pas si on dit une dragonne, du coup, ou si c'est un dragon femelle, je ne connais pas l'appellation, évidemment, je ne suis pas Targaryen dans l'âme, je suis un Lannister. Moi, Jaime, on t'embrasse, tu me manques. Le dragon, donc, de Rhaenyra était la mère du dragon qui a été bousillé. J'ai l'impression de parler en queumard. Ouais, très clairement, bon, bah voilà, qui a été gridé, bousillé en industrie, mais on sent qu'il a pris quand même beaucoup de plaisir dans sa vie. Non, non, je vous le dis, ça a été grillé, bousillé là, comme il se doit. Hein. Mais voilà, c'était la mère du dragon qui a été éliminée par Vhagar. Donc il y a cette double dualité, cette double tristesse avec un plan que je trouve magnifique où on a Rhaenyra en larmes, plan large, avec au loin Rhaenyra et le dragon qui termine par hurler et exprimer aussi sa douleur. On a cette double douleur qui est extrêmement pertinente, parce que finalement, ce plan large-là, avec Syrax et Rhaenyra, il est très intelligent, surtout qu'il laisse beaucoup le dragon de côté au début, pour qu'on ait vraiment un focus sur Rhaenyra. C'est des plans très proches des corps, beaucoup de gros plans sur la douleur, la tristesse, la musique de Ramin Djawadi, mais est-ce que ça, on est encore obligé de dire que le mec est bon? Voilà, mais c'est vrai que c'est encore une fois une musique très lancinante, très douce, presque à contre-emploi, parce que c'est à la fois doux et en même temps très poétique et très triste, très sombre, parce que c'est quand même la mort d'un fils. Donc on a la douleur de deux mères sur un plan que je trouve extraordinaire. Ça, c'est vrai que c'est hyper pertinent d'avoir réalisé ce plan-là. Et c'est cette douleur et c'est... comment dire, c'est cette puissance émotionnelle dans le non-dit qui, pour moi, fait graviter tout l'épisode. On la voit au début de l'épisode de loin, on la voit sur son dragon, on la voit regarder l'océan, puis plus la caméra va se rapprocher, plus on va se rendre compte finalement de l'échéance, et ensuite on la voit revenir, elle n'a qu'une seule phrase, c'est que, on la voit aussi, je crois, aux funérailles de son enfant. Il y a une espèce d'iconisation de la douleur, une espèce d'iconisation absolue du jeu d'Emma Darcy que j'ai trouvé excellente. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce moment précis, c'est le chaos. C'est qu'à un moment donné, on le savait que dans la saison 1, on allait avoir une guerre totale et que ça allait effectivement au sein de la même famille. C'est ça qui est, voilà, à l'époque de Game of Thrones, on avait beaucoup l'habitude de voir les familles s'opposer. Là, c'est au sein de la même famille que finalement, il y a des dingueries. On savait, avec la fin de la saison 1 de House of the Dragon, qu'effectivement, on allait assister à une guerre totale. Comment mieux le mettre en scène et comment mieux l'amener, parce que là, on n'est qu'au début, qu'avec, comme dit Preach, cette sensation d'un point de non-retour où la douleur, et ça, c'est là que je la trouve géniale, Emma Darcy, c'est comment mieux le faire qu'en mettant en avant l'acting d'Emma Darcy qui passe des recherches à une tristesse immense, parce que là, on le voit qu'elle a une tristesse immense, à la colère, à la haine et à ce qui va être la destruction totale. Moi, maintenant, si vous me demandez une de mes théories, je pense que vis-à-vis... Alors, il faut voir un petit peu comment ça va se passer, puisqu'on a aussi cette jonction d'un fils pour un fils. On pourrait nous se dire, tiens, bah voilà, il y a un fils qui a été pris d'un côté, un fils qui a été pris de l'autre, ça ira. Sauf qu'on sait très bien que non, Rhaenyra, ce qu'elle veut, c'est la tête d'Aemond, elle veut rien d'autre. À partir de ce moment-là, la théorie que tout le monde peut avoir, même si t'as pas lu les bouquins, c'est destruction totale. Rhaenyra, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, au-delà justement de son personnage, et au-delà de sa tristesse et de la colère,
On va faire en sorte. Alors ça doit être la même chose dans les bouquins. Et dans ce cas-là, c'est très bien écrit dans les bouquins. J'imagine, Renaud. Hein, ça, tu me diras, Renaud, parce que tu as un peu ma caution bouquin littéraire dans le live. J'en profite d'ailleurs pour les gens qui regardent ce live. Renaud est très beau. Voilà, ça, je pense que c'est acté à peu près pour tout le monde. Hein. Renaud60 sur Twitch, si vous voulez voir cet effet. Voilà, je fais une petite promo pour les gens sur YouTube. C'est un bel homme. Si vous connaissez Johnny Sins, c'est un petit peu son équivalent. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, dans le lore de House of the Dragon, on va mettre en coalition Rhaenyra, donc ce qu'il y a de pire, je pense, c'est-à-dire la douleur du deuil d'un enfant, la douleur d'une mère, qui est peut-être la souffrance la plus horrible au monde. Je vois pas alors, la douleur d'un père aussi, mais je pense que honnêtement, d'un point de vue familial et perte douloureuse, je pense que la perte d'un enfant, c'est ce qui doit être le plus douloureux au monde. Et on va coordonner ça avec le gars à qui il faut surtout pas casser les couilles, parce que lui, je l'adore, hein, mais vraiment, l'acteur est pareil, mais c'est Aemond. Alors lui, on l'annonce comme la meilleure lame du royaume, les trucs, les machins, le gars compétent. Mais... Oui, alors ça, il n'y a pas de doute qu'il l'est. Seulement, à mon avis, moi, enfin, je veux dire, si je fais un sudoku avec lui, je le fais gagner à chaque fois. Hein, je veux dire, n'importe quel jeu. C'est-à-dire que globalement, ce mec te regarde, l'acteur, là, c'est en termes de performance d'acteur, il a une prestance, il a une gestion, lui aussi, du non-dit. Il a une gestion du charisme naturel, sans avoir besoin de prononcer un mot qui est génial. Et je ne sais pas si dans le chat vous êtes d'accord, mais c'est ce que je trouve très intéressant. Rhaenyra, la douleur, qui va laisser place à la colère, la violence, le chaos, le non-dit. Elle n'a pas besoin de dire grand-chose. Là, je parle de l'actrice. C'est beaucoup dans le jeu de regard, dans l'attitude et le charisme. Aemond, c'est quoi? Une ancienne douleur qui a laissé place à du chaos, de la souffrance, de la colère, un côté très arrogant, mais en même temps hyper flippant, qui n'hésite pas à causer du tort systématiquement, et qui, justement, lui, à mon avis, peut être cette notion du mal incarné qui peut arriver le chaos très vite, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Je trouve que c'est intéressant parce que les deux s'opposent, mais en même temps, les deux acteurs sont pas similaires, mais ça tape tout de suite. Aemond ou Daemon? Ben non, Daemon, c'est Matt Smith. Moi, je parle de la rivalité qu'il va y avoir entre Rhaenyra qui veut la tête de Aemond. Aemond, c'est bien celui qui a plus qu'un œil et qui est le cavalier. Enfin, le cavalier, je sais pas si on dit ça comme ça, mais le cavalier de Vagar. Oui, le Borg, oui, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir justement en opposition principale Rhaenyra et Aemond. Parce que d'un côté, le dragonnier, merci Pritchway. Rhaenyra, en tant qu'actrice, elle est beaucoup dans le non-dit. Ça, dites-moi si vous êtes d'accord, mais je trouve que c'est assez intéressant. Elle est beaucoup dans le non-dit, elle est beaucoup dans le regard, dans le charisme, et finalement, elle a une colère naturelle. Et Aemond, c'est pareil. Il parle pas beaucoup, il a énormément de charisme, il est beaucoup dans la violence et dans la colère. Et lui parle peu. Et justement, bah, cette opposition-là qu'il va y avoir entre les deux, je trouve que c'est très pertinent. Alors, d'un côté, je ne sais pas si c'était le cas dans les bouquins, j'imagine que oui, donc c'est bien de l'écrire comme ça. Mais la retranscription qu'ils ont réussi à donner en faisant exprès justement que dans cet épisode, Rhaenyra ne prononce qu'une seule phrase, ce qui est quand même beaucoup la rapprocher d'Aemond qui dit jamais rien, ça c'est fort. On peut aussi rajouter ce qu'a dit Octi, alors là c'est plus dans le côté visuel, etc. Et sonore. Il y a un plan que j'ai trouvé incroyable, c'est pas grand-chose. Mais le plan où Aemond et Vagar passent au-dessus d'une cité et qu'ils sont sur le point justement de faire feu, enfin de faire feu, vous avez compris ce que je veux dire, hein, mais d'engager les hostilités contre le dragon. Là, t'as un mec qui dit non, 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 c'est bon, c'est Vagar. Il passe au-dessus. C'est un Airbus A380, le bordel. C'est un Airbus A380 quand il passe au-dessus de Port-Réal, mon frère. Je te jure qu'en termes de travail du son et travail d'ambiance, je pense que c'est une des premières fois où je vois un truc aussi réaliste dans le gigantisme. On le laisse en haut, des plans justement pour le garder magnifique, gigantesque, etc. Et voir aussi le truc de Vagar, tu vois, qui est quand même le dragon le plus gros de sa génération. Je crois que c'est pas le plus gros all-time. Il me semble qu'il y en a un qui était plus grand que lui avant, mais c'est le plus grand de ceux qui restent, je crois. Dites-moi si je dis pas de conneries, c'est possible. Mais voilà, il est largement plus grand que les trois quarts qu'on peut voir en règle générale. Preuve en est par la photo, hein, évidemment, où il en reste pas grand-chose. Balerion, voilà, Balerion était plus grand. Mais je crois que lui, il me semble qu'il y a une séquence dans House of the Dragon saison 1 où on voit son crâne. Donc bah, je suppose qu'il est mort. Ou alors c'est House of the Dead, mais j'imagine que du coup il est plus de ce monde. Mais Balerion, oui, j'en avais entendu parler comme quoi il était plus grand.
Et Vagar, lui ou elle, puisque Renaud me dit que c'est une femelle. Alors oui, c'est vrai que là, je suis pas suffisamment connaisseur du lore, hein, mais comme j'ai pas lu les bouquins. Mais Vagar est impressionnante, un dragon impressionnant, une femelle dragon impressionnante. Et moi, j'adore ce travail du son. Je trouve que c'est malin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, c'est ce genre de petits détails. Il y a beaucoup de plans contemplatifs, des plans extrêmement larges où on voit les dragons atterrir, ou justement des plans à travers le ciel, ou les plans de Winterfell, les plans du mur, etc. Quand on retourne dans le nord, au début de l'épisode aussi, qui sont des plans larges, assez majestueux, assez contemplatifs. Je trouve que ça, c'est intéressant. Et justement, le côté Vagar qui est dans le ciel avec, je vous dis, j'ai écouté ça avec le son assez fort, les basses qui résonnent, c'est-à-dire travail du son, basses qui résonnent, et vraiment voir le truc où, à l'échelle humaine, tu entends cette chose-là, c'est ce genre de plan qui rend la série, je trouve, d'autant plus réaliste. Je trouve House of the Dragon extrêmement réaliste dans la précision de son histoire, dans la manière dont il met en place ses événements, dans la manière où les pions commencent peu à peu à se placer et se disposer, et même dans le peu de séquences un petit peu impressionnantes qu'on peut avoir, notamment celle-là où on se dit, bah en vrai, c'est un plan de transition, hein, je veux dire, il y a pas... Mais c'est aussi là qu'on reconnaît les séries. Et là, c'est quelque chose que je vais dire, on va un petit peu dans tous les sens, hein, mais c'est l'un des points que j'ai remarqué. Dites-moi dans le chat si pour vous c'était pareil. Euh, je trouve que la série a glow up visuellement. Game of Thrones, c'était déjà très costaud au fur et à mesure. Je trouve que c'est encore plus impressionnant que la saison 1 d'House of the Dragon. Là, c'est du cinéma. Tu vois plus la différence. C'est suffisamment rare pour être souligné dans l'univers de la télévision. Il y a des plans cinématographiques, il y a un visuel cinématographique, il y a une manière de justement de filmer ce côté contemplatif et hyper grandiose de cette de l'ensemble de ces royaumes qui est quand même assez costaud. Moi, ouais, voilà, comme dit Preach, hein, on sent qu'ils ouais, ils commencent à avoir pris de la bouteille, qu'ils savent comment filmer l'esthétique, le visuel, et puis la série depuis les plus belles heures de Game of Thrones, et on est tout de suite dans cette directive. Moi, je trouve ça très fort. Je vais reprendre mes notes rapidement, parce que j'avais pris des notes voilà, au fur et à mesure. Mais je vais aussi lire vos messages. Moi, j'ai trouvé ça bien que les gardes soient formés à reconnaître les dragons pour savoir qui est l'ennemi ou non. J'ai trouvé ça intelligent. Mais il y a des choses très intelligentes aussi. Alors, c'est marrant que t'en parles, Valentine, parce que ça fait partie du réalisme que j'avais noté. Alors, j'ai noté rite initiatique des moutons. C'est une phrase qui a aucun sens. Mais moi, je sais ce que ça veut dire. C'est par rapport, justement, au rôle du roi Aegon. Alors, qui est un incompétent total. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi qu'on rentre un petit peu plus dans ce système de... On a eu plusieurs styles de royauté. On a eu des personnes qui ont été capables d'être sur le trône et qui savaient ce qu'ils devaient faire. On voit aussi que Viserys, dans la saison 1, c'était quelqu'un de particulièrement humain. Donc on avait une autre vision de la royauté que House of the Dragon nous offrait d'un point de vue littéraire et narratif. Et là, j'ai bien aimé que dans cet épisode-là, il y ait eu une ou deux séquences où on voit en fait qu'Alicent est beaucoup plus intelligent et beaucoup fait plus pour la politique et les roublardises formées Otto Hightower. Hein, c'est l'Auto Institute, alors c'est normal. Mais elle, vraiment beaucoup plus intelligente dans la manière de gérer une guerre, plutôt qu'Aegon, qui n'en a rien à branler, qui lui est là pour s'enculer des vers à gogo, c'est-à-dire que lui, il est sur son trône en plan séquence à 9 dumes en RTT en train de se faire son meilleur Côte du Rhône, il en a absolument rien à branler, mais vraiment, hein, lui c'est Aegon, l'épisode 2, on va le voir se faire un domac à 10 dumes en plan séquence, post-cuite, voilà, ça va, mais j'aime bien l'idée que, comme disait justement Valentine, il y a ce côté réaliste on apprend aux gardes à reconnaître les dragons pour être sûr de ce qui va se passer et pour être sûr de ne pas faire d'écart. Et on rentre encore plus dans ce réaliste avec Aegon qui doit savoir qu'au niveau des récoltes, etc., on ne peut pas redonner l'intégralité des moutons à un agriculteur, on ne peut pas dire oui à tout le monde, on ne peut pas dire amen à tout, et il y a vraiment un procédé. Et j'ai trouvé le jeu très subtil entre Otto Hightower qui est là en mode bah en fait non frérot, ça tu ne peux pas, c'est pas possible, c'est genre je veux bien que tu veuilles lui faire plaisir, et j'ai trouvé qu'Egon était vachement enfantin là-dedans. Alors lui qui est quand même
voilà, c'est pas le dernier pour être un connard, mais il était vraiment naïf. J'aime bien cette naïveté du trône. C'est pas la même chose que Joffrey Baratheon. Joffrey Baratheon, lui, c'était juste un sac. Lui, il savait qu'il prenait pas les décisions. Joffrey Baratheon, la différence entre les deux, parce que je voyais sur Twitter beaucoup de gens qui parlaient des deux, la différence avec Joffrey Baratheon, c'est que lui, être sur le trône, il en avait rien à foutre pour une raison simple, il y avait papa-maman derrière. Il y a maman derrière qui fait le taf. S'il n'y a pas, il y a Charles Dance qui va faire le boulot. Rien à branler. Et voilà. Et moi, je suis juste cruel. C'est-à-dire que Geoffrey profite, en fait, de son statut pour faire du tort. Aegon, c'est pas pareil. Aegon, il a pas envie. Enfin, Aegon, tu sens qu'il s'en fout. Moi, de mon point de vue, hein, Aegon, il a pas particulièrement envie d'être sur le trône. Et comme il a, voilà, à un moment donné, quelques notions où on se dit, bon, il faut quand même que je fasse mon travail, il va se dire, bon, bah écoute, si toi, à un moment donné, tu veux récupérer tes boutons, vas-y. Ah non, non, on peut pas. Bon, bah ok, pas de souci. Enfin, j'ai l'impression il y a un partage entre j'ai envie d'apprendre, en même temps, j'ai grave la flemme. Parce que il est pas fait pour ça. Alors que Geoffrey, lui, n'était pas fait pour ça parce qu'il n'était pas bon là-dedans, mais il usait énormément de son pouvoir. Donc voilà, on est dans la continuité de la saison 1 où il voulait pas être roi. Et moi, tu vois, je suis pas forcément d'accord, Preach. Je pense pas qu'Aegon profite autant des privilèges que Joffrey le faisait. Joffrey Baratheon profitait énormément de ses privilèges. Aegon, c'est limite, bah, j'en profite parce que je les ai. Tu sais, il n'y a pas de cette volonté de je voulais arriver là. Et puis du coup, bah, je vais en profiter, en user à outrance. C'est-à-dire qu'il y a un temps soit peu quand même d'un côté. Bon, je vais essayer de faire les choses bien du moment que je suis là maintenant. Écoute, de toute façon, j'ai que ça à foutre. Mais moi, j'aime bien, encore une fois, ces espèces de différences, parce qu'on se rend compte, en fait, que Game of Thrones et House of the Dragon nous donnent constamment des idées de royauté différentes. La royauté Baratheon n'était pas le... Et Geoffrey Lannister qui avait pas de sang Baratheon, c'est ça qui est très drôle aussi, ouais. C'est que Geoffrey Lannister, techniquement, lui, c'est du pur sang bien consanguin. Mais c'est pour ça, c'est d'autant plus intéressant, Renaud. C'est que Geoffrey Baratheon, la dynastie Baratheon de Baratheon père n'était pas la même que celle de Cersei, qui n'était pas la même que celle de Joffrey, qui était bah, Lannister pure souche, mais alors lui, qui tenait plus de Cersei que de Jaime, hein, de toute évidence, qui est probablement pas celle du futur, qui n'est pas celle de Viserys, qui était très humaine. Et moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser, alors, parce que c'est quelque chose que j'ai en théorie. Et bonsoir de Guadeloupe, ça fait plaisir. Le petit bonsoir de la Guadeloupe, comment ça va, mon Bobby? Ça fait plaisir, let's go. J'ai quand même l'impression, de mon point de vue, que si House of the Dragon doit se finir, en fait, comme je connais pas le lore, je sais pas ce qui se passe entre potentiellement la fin de House of the Dragon et le début de Game of Thrones, des événements de Game of Thrones. Mais j'ai quand même de plus en plus l'impression que plus le temps va aller, plus le trône va ressembler à finalement ce qu'on avait laissé, c'est-à-dire je vais te dire un chaos total, mais c'est même pas forcément un chaos, c'est un non-respect du trône. Un non-respect du trône et une volonté en fait de se dire, si je peux m'exprimer clairement, que Viserys avait du respect pour sa profession. Viserys était un roi juste, humain, et que plus House of the Dragon va passer dans le temps, plus on va quitter cette humanité, et que finalement, bah, on le voit au moment où Game of Thrones commence, il n'y a plus grand-chose d'humain, à part quelques-uns un petit peu disséminés à droite à gauche, il n'y a plus rien d'humain finalement dans les personnages qu'on voit dans Game of Thrones. De moins en moins. De moins en moins. Quand tu vois Joffrey, quand tu vois même Cersei, quand tu vois tous les stratagèmes, etc., qu'il y a eu pour que la cour soit faite, etc., ou toutes les manigances, les manipulations, moi c'est quelque chose que j'aimais bien dans House of the Dragon, c'était justement que je trouve que le côté humain était encore là. Comme si finalement on était dans une série où on avait encore droit à l'humanité, parce que le chaos total et le pire du pire de ce qui peut arriver au royaume n'était pas encore arrivé. Donc bon, Aegon manque déjà de respect quand on le voit boire et s'allonger sur le trône. Ouais, mais c'est pas pareil. Aegon, c'est un gamin. Aegon, c'est un gamin inconscient et naïf. Voilà. Aegon, il est inconscient et naïf. Donc pour moi, il manque même pas de respect au trône en picolant sur le trône. Pour moi, il est juste là, frère, je préfère être avec mes potes. Je ferai mes... Voilà, les doléances, les trucs, les machins, je le ferai quand il faudra.
Bon, je prendrai acte de certains points, mais non, je peux plus. Je trouve ça un peu contradictoire, le fait de rendre empathique Egon, alors qu'on montre à quel point il est horrible dans la saison 2, il a quand même 10 bâtards, il viole, etc. Il n'est pas montré empathique, Egon. Pour moi, Egon n'est pas montré empathique, il est montré inqualifié. C'est-à-dire que dans la saison 1, on voit quand même que c'est un être humain en dessous de la moyenne, Egon. Dites-moi dans le chat, ça peut être intéressant, est-ce que vous avez de l'empathie pour Egon? Moi, en vrai, dans l'épisode 1, je vois un Cassos. Je vois un personnage naïf, assez insignifiant, qui n'a pas envie d'être là, qui essaie de faire les choses parce qu'à un moment donné, il faut les faire, mais qui a aucune compétence dans son domaine et qui préfère boire des canons avec ses potes parce que de toute façon, c'est pas quelque chose pour lui, il n'a pas les épaules pour ça. Il a été positionné là par acquis de conscience. Mais après, c'est justifiable car il n'a jamais eu d'amour de sa mère et ça entraîne des traumas. Oui, ça peut. Ça peut. Alors après, bon, pour reprendre le cas de Geoffrey, lui, il n'a pas manqué d'amour et ça n'empêchait qu'il était quand même sacrément pété de la gueule. Hein. Mais oui, ça peut se comprendre après. Il m'a surpris avec l'attention qu'il porte à son fils, mais à part ça, c'est un cassos et qui est limite attachant pour ça. C'est oui, et puis ça, c'est à voir un petit peu comment ça peut arriver derrière. C'est toujours le concept de pas de rédemption, mais de. Je prends l'exemple de Theodore Bagwell dans Prison Break. Theodore Bagwell dans Prison Break, par moment, est attachant. Par moment, on peut avoir de l'empathie pour lui. Alors que justement, enfin, je veux dire, Theodore Bagwell, violeur, pédophile invétéré, à aucun moment t'es censé avoir de la compassion ou de l'empathie pour lui. Mais voilà, c'est un exercice de nuance, comme dit Preach. C'est là aussi qu'on voit les bonnes séries. Egon, ce qu'il veut faire avec le berger qui aimerait juste avoir ses moutons, on voit dans le regard que, donnez-lui, enfin, il en a besoin, allez-y, quoi. Parce qu'il y a un fond de nuance de quelque chose qui peut porter peut-être à de l'humanité. L'attention qu'il a à son fils est louable aussi. Tu savais que Martine a beaucoup poché dans Les Rois Maudits, un conte sur les rois de France en 1300, je crois, pour son œuvre. Pas du tout, non. Non, mais je te dis, moi, Game of Thrones, je m'y suis mis très tard à la série. Je me suis énormément intéressé. Je connais beaucoup le lore de la série et du jeu vidéo, parce que j'avais fait les Telltale Game of Thrones. Mais c'est tout. Pas de bouquin, pas de feu et sang, et puis assez peu de connaissances sur l'univers de Martine, finalement. Donc t'as plein, voilà, Trevor dans GTA V, c'est pareil, c'est des personnages, à un moment donné, tu peux te poser la question. On peut parler de Daemon. Daemon Targaryen, Matt Smith, c'est le personnage, à mon avis, que tout le monde aime. C'est le personnage le plus charismatique naturellement. Est-ce que ça en fait quelqu'un de bien? Daemon Targaryen, il a énormément de zones d'ombre. C'est même plus énormément. Daemon Targaryen, et pourtant, travail de nuance, travail de personnage, travail aussi vis-à-vis de l'humanité, de la famille, du rapport à la loyauté, au respect. C'est ça qui est hyper bon. Et c'est tout ce qu'on avait oublié dans les dernières saisons de Game of Thrones. Ah ça, quand tu regardais les dernières saisons de Game of Thrones, tu l'avais pas du tout. Hein. Ça, tu l'avais pas du tout. C'était écrit un peu n'importe comment, c'était rushé, voilà. Et tu sentais que il fallait vite fait aller ailleurs, parce que les scénaristes étaient potentiellement censés aller bosser sur du Star Wars derrière. Oh là là, vous nous avez fait une saison de merde. Non, ben ça ira. Du coup, ils se sont retrouvés avec rien, puisque Star Wars les a dégagés après la saison 8. Mais voilà, là, tu sentais qu'ils n'avaient plus aucun intérêt à narrer leurs aventures. Et puis, ça a donné des scénarios absolument abjects pour au moins la saison 8. La saison 7 était bonne, mais déjà commençait un petit peu à sentir le rush. Là, dans House of the Dragon, tu vois quand même la différence. C'est beaucoup plus sérieux, beaucoup mieux écrit. On navigue autour de tous les personnages, parce qu'on voit la continuité logique et narrative de beaucoup de protagonistes, et c'est ça que j'aime beaucoup. Tous les personnages de Game of Thrones étaient moralement gris, en fait. Exactement. mais là il y a des bon, petits bah, soucis, super, car super, là super. on pêche que du côté de Rhaenyra. On penche, pardon, ouais, je veux dire, on pêche que du côté de Rhaenyra, ça voulait dire possible écriture négative pour Rhaenyra, c'est pour ça que j'étais... Ah bon? Parce que pour moi, Rhaenyra est tellement bien écrite. Non, oui, alors, c'est une question très intéressante parce que je suis d'accord. Et encore, je pense que potentiellement, la fin de l'épisode 1, c'est une très bonne question qui ouvre un débat. Je pense que la fin de l'épisode 1 peut redistribuer les cartes. Il y a
c'est une évidence du côté de House of the Dragon, là où Game of Thrones, tu pouvais tenir du côté des Lannister, des Stark, des Targaryens. Voilà, c'est vrai qu'il y avait tellement de familles que chaque personne avait sa propre, comment dire, idéologie et sa propre empathie pour des personnages qu'il affectionnait particulièrement. House of the Dragon, c'est beaucoup plus scripté, dans le sens où, effectivement, dans l'ensemble de la série qu'on a eue jusque maintenant, on te fait quand même clairement comprendre que si tu dois prendre un parti, c'est Viserys et Rhaenyra. C'est beaucoup Viserys saison 1, et là, c'est vrai que dans cet épisode 1, on est quand même vachement plus porté sur la douleur de Rhaenyra pour que l'ensemble des spectateurs aient un attachement particulier pour Rhaenyra, Daemon et ce côté-là. Ça, j'en suis d'accord. Par contre, avec ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 1, la cruauté de tuer un enfant et tout ce qui va en découler, je me demande si les cartes vont pas être distribuées. Parce que je pense que la scène finale permet de complètement redistribuer le truc et de se dire de la haine, de la douleur, de la colère, de l'horreur, il y en a partout. De la vengeance, il y en a partout. Et finalement, qui nous dit que dans l'épisode 2, on va pas se dire, ah merde, Rhaenyra, en fait, elle va devenir, tu vois. Et Daemon, pareil. Et des personnages qu'on n'attendait pas vont commencer à développer une empathie avec le spectateur. On va se dire, attends, peut-être que finalement. Donc voilà, moi, je me demande si le final de l'épisode serait pas un sujet à voilà, faire du Game of Thrones-like, c'est-à-dire, il n'y a pas de bon ou de méchant. Ah si, il y en avait, hein, le gars des noces pourpres qui bute Robb Stark, lui est foncièrement mauvais, lui c'est une vraie salope. Mais sinon, à part lui et Joffrey et Ramsay Bolton, bon, il y en a quelques-uns des enculés, non, même, il y en a quelques-uns des enculés. Mais voilà, je vous dis, j'ai pas lu les bouquins, donc moi c'est très intéressant d'émettre des théories là-dessus, parce que je trouve que la fin bascule le truc. Pour le coup, je suis pas vraiment d'accord. La scène finale de l'épisode, bien qu'elle soit vraiment horrible, n'est pas suffisamment forte pour faire pencher les gens pour les verts. Ce sera plus une neutralité entre les deux camps. Possible, ouais, possible. Après, il faut voir comment ça va être écrit sur le reste. Mais encore une fois, j'ai pas lu le truc. Donc je me dis, est-ce qu'à un moment donné, on peut basculer complètement, pas basculer complètement dans autre chose très vite, mais continuer à écrire l'épisode et la série d'une telle manière qu'on va se dire, ah bah tu vois, effectivement, l'horreur est partout. Et toute l'empathie et la dramaturgie que tu mettais en place dans l'épisode, est-ce qu'à un moment donné, tu vas pas la voir aussi pour d'autres personnages, justement, pour que il y ait encore plus de nuances. Parce que c'est une série qui tient avant tout sur les nuances. Ce qui me permet justement d'entamer un point qui a fait débat, évidemment, au cœur de cet épisode, c'est son final. Décevant, je pense, pour les lecteurs des romans. Peut-être. Peut-être. Très fort pour Bibi. Je pars d'un constat qui est simple, et j'en parlais tout à l'heure. Dans l'horreur, il y a deux types de contextes. Il y a l'horreur que tu vois, l'horreur que tu vois pas. L'horreur que tu vois, si elle est maîtrisée, elle peut être extrêmement puissante. Extrêmement puissante. L'horreur que tu ne vois pas, elle sera toujours là. Et c'est pire. C'est pour ça, pour moi, que le meilleur dans l'ambiance, l'angoisse, l'horreur, c'est le non-jumpscare. C'est l'ambiance. C'est ce que tu ne vois pas. C'est le non-dit. C'est le non-entendu. C'est cette capacité de mise en scène à justement montrer de la cruauté, mais la laisser là. Moi, je peux vous dire que, et franchement, les poils, hein, parce que cette scène-là, putain, je me suis dit, ah ouais, quand même. Comme dans le premier Alien, encore dans le premier Alien, on le voit un petit peu, mais je saurais pas trop vous dire là un exemple, mais enfin des tas d'exemples de cinéma d'horreur qui font jumpscare à gogo, par exemple, ça se voit que ça ne marche jamais. Moi, je pensais à de l'horreur The Thing, par exemple, c'est le premier film auquel j'ai pensé. The Thing, de ce que tu vois pas, de ce que tu ne sais pas. Ça, c'est horrifique et c'est flippant. The Thing, ils sont capables de faire les deux, parce que je peux te dire qu'encore aujourd'hui, quand tu regardes les scènes de transformation, c'est bien cradingue. Mais là, cette scène-là, qui est longue en plus, tu vois, qui est dans la durée, où tu vois les deux gars, là, avec leur sang et fromage, comme dirait Preach, hein, tu vois, sur leur truc de rat. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que finalement, la dératisation, on en parle très brièvement au début de l'épisode, et puis c'est qui se fout de la gueule de l'autre? C'est Egon, qui se fout de la gueule de, je crois que c'est de sa femme, en mode, ah, t'as une imagination débordante, toi. Ouais. Et à la bonne heure.
Mais donc, du coup, tu utilises ce point de vue-là pour le garder en tête du spectateur. Ça devient l'élément phare avec les dératiseurs qui arrivent. Et je peux vous garantir que j'aurais vu le gamin se faire décapiter, j'aurais trouvé ça too much. Je me serais dit, ouais, bon, c'est du gore pour du gore. Ne pas le voir, ne faire que l'entendre, et entendre le bruit du gamin qui est encore en train de oh non, 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 s'il te plaît, qui crie maman, maman, et puis le premier coup de couteau où tu l'entends se faire égorger, et après vraiment le côté Justin Bridou, hein, c'est-à-dire que tu es du côté du Tour de France, vraiment, hein, où on te balance un petit peu de sauciflard, tu sais, juste avant la voiture balai ou juste avant la caravane du Tour, là c'est vraiment Fleury-Michon, là c'est violent. Là, wow. Moi j'étais là en mode ah ouais, parce que toi dans ta tête tu le sais, mais c'est de l'horreur qui est encore pire. Alors là, essayez de pas voir finalement la scène du point de vue où je suis en train de la voir en ce moment, c'est-à-dire les deux dératiseurs qui découpent du Fleury-Michon. Ça perd un peu de sa superbe. Mais sinon, c'est vraiment ce côté non dit, mais entendu. Et là, j'aime bien. Là, ça, j'aime beaucoup. Parce que t'entends le truc. Donc l'horreur, tu l'as. Elle est dans ta tête juste. Elle est suggérée. C'est tellement plus fort. C'est tellement plus fort que si tu le vois. C'est tellement plus fort que si tu le vois. Et ça, moi, j'ai énormément apprécié parce que je me dis, t'as pas besoin d'en faire des caisses et des caisses. Moi, s'il m'avait montré, par exemple, la mort du gamin, j'aurais trouvé ça too much. En fait, dans les romans, ils lui demandent le seul, ils doivent tuer. Attends. Mais en fait, dans les romans, ils lui demandent le seul, ils doivent tuer. Du coup, elle choisit le plus jeune, mais il tue du coup le plus vieux. J'ai pas compris, Renaud. Après, c'est vraiment pas ça qui est reproché dans les lecteurs. Je sais pas si tu connais la scène dans les livres, mais il va y avoir des soucis pour la suite niveau développement des persos. Bah moi, c'est ce que j'ai vu en tout cas. Alors moi, j'ai essayé de pas me spoil au niveau des bouquins. Moi, je parle d'une point de vue de mise en scène. Après, on reviendra sur le côté évidemment littéraire. Moi, je parle d'un point de vue mise en scène. Complètement détruit. Complètement détruit, le Renault. Bon, alors maintenant, tu vas sub, espèce de salope. Genre, Renault, c'était vraiment le plus grand live de tous les temps. Ouais, comment il va, mon Joe Sins, là, putain, j'adore qu'il soit là. Bon, allez, maintenant, tu sub, salope. C'était exceptionnel. Alors, vraiment, c'était magnifique, ça. Allez, maintenant, sub, espèce de petite pute. Tu sais qu'il m'en parle encore, hein. De temps en temps, quand je le vois, Yanis, il me dit Renaud, il m'a vendu trop de rêves en me disant allez, maintenant tu sub, espèce de salope. Allez, tout de suite, j'ai pas que ça à foutre. Renaud qui a quand même fait peut-être 25 minutes de Elden Ring sur un live de 5 heures, dont 4h40 dans le menu, sur la carte du jeu. Ah, c'était beau, c'était homérique. Mais non, ouais, là, moi, je parle vraiment du point de vue visuel. J'ai vu sur Twitter et j'ai vu beaucoup de choses justement bah, sur les réseaux ou autres, ou en discutant avec telle ou telle personne, bah, qui reprochaient à la scène de ne pas avoir été visuelle. Moi, je trouve que c'est mieux comme ça. J'aimerais qu'on passe par là d'abord et qu'on aille sur la théorie littéraire après. Parce que la théorie littéraire, j'ai pas lu les bouquins, donc je le connais pas. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous auriez voulu? Que ce soit sanglant, un peu style... on avait parlé notamment des noces pourpres, c'est-à-dire visuellement sanglant, ou alors dans le non-dit, dans l'entendu, mais je trouve dans le mieux mis en scène. Je trouve que c'est plus élégant, c'est plus flippant, c'est plus glauque, c'est plus prenant que ce soit mis en scène de cette façon. Moi, c'est d'abord ce contexte-là, et après, on verra pour le contexte littéraire. Sanglant et la bagarre avant tout. Ah bah non, mais Flaco, de toute façon, t'aurais abandonné au bout de 20 minutes d'épisode. L'action, elle commence qu'au bout de 55 minutes, Flaco, t'aurais pas tenu. Tout à fait d'accord, excellent comme ça, totalement d'accord en tout cas pour le fait de ne pas montrer, car c'était déjà pas possible de montrer une mort d'enfant comme ça à la télé. Depuis Alien vs Predator Requiem, je ne doute plus de rien. Faut pas trop mal les acteurs enfants et c'est pire au final car tu l'imagines. Oui, voilà, bah moi je suis d'accord. Mais non, sur le reste, je suis d'accord. Donc depuis Alien vs Predator, où il y a un enfant qui se fait sortir un chestbuster et puis qu'il y a une femme enceinte qui explose et qu'il y a 3 chestbusters qui mangent son bébé dans le ventre. Voilà, si vous avez vu le film à l'intérieur avec Béatrice Dalle aussi, moi j'ai jamais osé le regarder, mais enfin bon, regardez le synopsis, vous verrez qu'à mon avis, plus rien n'est impossible. Mais peut-être que Game of Thrones se... Oh, si, s'il y a bien une série qui serait capable de faire un truc dans ce délire-là, c'est Game of Thrones. Ils sont capables de tout. Je voulais pas plus de violence, la mise en scène est top, mais le scénario aurait pu être encore pire. Entendre un gamin de 6 ans se faire décapiter, c'est bien mieux que le visuel. Bah, on est tout à fait d'accord.
On est tout à fait d'accord. Pas spécialement, mais je sais pas pourquoi les romans, je trouvais ça plus choquant. Je sais pas ce qui me manque, mais ça me choquait. Ça m'a pas choqué comme tu le pensais. Après, Renaud, tu le savais. C'était plus juste la question de le savoir, hein. Peut-être juste la question de le savoir, ou déjà tu perds cet état d'esprit du mais non. Parce que moi, je vous dis que d'un point de vue non littéraire, je ne pensais pas que la femme allait agir, parce que si la femme hurlait, elle y passait les deux gamins avec. Et les autres mouraient en martyrs, sang et fromage. Je pense qu'ils y passaient aussi dans la foulée. Mais pour moi, elle était obligée d'en sacrifier un. Pour savoir lequel c'était des deux, tu joues toujours sur ce côté finalement lequel elle va sacrifier ou pas. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il va y avoir une intervention tierce avant le moment fatidique ou est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout des choses? Bah, ils sont allés jusqu'au bout des choses. Et alors, entendre le gamin se faire décapiter quand tu sais qu'il récupère la tête, c'est violent. Fils pour fils. 1-0 pour la République tchèque. La République tchèque a ouvert le score contre le... Ah putain, contre le Portugal en plus. Ça fait combien de temps de jeu, mon Cébou, mon Flaco, là? Alors, par contre, dites-moi justement dans les romans, qu'est-ce qui a été... Parce que là, j'ai essayé de contrecarrer un peu ce que disaient les gens d'un point de vue filmique, parce que moi c'est plutôt ça, hein, c'est le côté filmique, esthétique, c'est là où je pense être le plus intéressant, mais j'ai pas lu les bouquins. Mais d'un point de vue bouquin, vous, qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce que vous auriez préféré? Qu'est-ce que vous attendiez peut-être de plus? Dans le bouquin, c'est encore plus horrible car dans le livre, elle a deux fils et il lui demande quel fils elle veut sauver. Il y a une vraie torture et un choix impossible pour une mère. Ah oui, alors que là, il demande directement c'est lequel, donne-le-nous lui. D'accord, ok, je vois. Il y a un autre fils là, non. Donc à partir du moment où c'est ça, je vois pas où est le problème. Et le fait qu'elle parte sans crier, c'est mieux car elle est désorientée, terrorisée, comme si là, peur l'empêchait de crier. Ah oui, 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 non, mais toute la course, toute la poursuite qu'il y a derrière. Parce qu'en plus, c'est filmé, je crois, en plan Ah, j'ai un doute. J'ai un doute, faudrait que je le revoie. Je me demande si c'est pas filmé, si Non, non, je crois pas que sa fuite soit filmée en plan séquence. Mais je sais qu'on la suit énormément à travers couloirs et couloirs et couloirs. Et que du coup, on parte sur ce système-là. Et on est très proche d'elle et très proche de son désarroi, son côté ultra. Ça, c'est un talent de mise en scène et de réal aussi. C'est qu'on est au plus proche. Bah, finalement, elle tient l'autre enfant très proche d'elle. Donc, on est au plus proche du corps d'une mère qui tient son enfant. Des choses assez, assez intéressantes là-dessus. Et le fait qu'on la suive tout le temps, on voit son visage complètement se transformer de la tristesse au désarroi, à la peur, à de désorienté totale, des choses comme ça. Par contre, moi, tu vois, Valentine, je comprends pas pourquoi elle a menti. De mon point de vue, dans un cas de figure comme ça, tu mens pas pour une simple et bonne raison. Je pense qu'une mère serait incapable de mentir pour tuer l'un ou l'autre de ses gamins. Moi, ça, c'est mon point de vue humain. En gros, on va te dire choisis entre lui et lui. Et si vraiment, vraiment, t'es obligé, parce que derrière, de toute façon, tu sais que si c'est pas le cas, bah, vous allez tous crever. Pour moi, qu'est-ce que tu veux tu veux mentir pour protéger la lignée ou autre. Enfin, si t'aimes les deux pareils, peut-être que spontanément, tu dis juste la vérité parce que tu dis la vérité, parce que t'es perdu là-dedans et qu'à à aucun moment, en fait, tu penses à mentir parce que c'est deux enfants à toi. Tu peux pas choisir entre l'un et l'autre. Ce qui est horrible, c'est qu'elle indique un fils et sang et fromage tue l'autre, histoire de bien la traumatiser. Juste après son choix, fromage murmure à l'oreille du gamin choisi tu as vu, petit, ta maman veut que tu meurs. Ah, c'est pour ça. Donc c'est du côté psychologique, en fait, finalement, que c'était vachement plus violent. D'accord. Dans ce cas-là, tu sacrifies ton enfant de ton plein gré. Bah oui, pour sauver l'autre. Sinon, les deux meurent. Mais ça, c'est un dilemme vieux comme le monde, hein. C'est-à-dire, t'as deux personnes. Il y a que Michael Kyle qui a trouvé la solution, hein. C'est, écoute, il y a deux nanas sur un radeau, sa femme et sa sœur. Et si tu devais en sauver qu'une, laquelle tu sauverais? Et lui, il dit, bah, je préférerais me noyer en tentant de vous sauver tous les deux. Une conclusion encore meilleure, Michael Kyle, ma famille d'abord. Mais si, à partir du moment où tu as un choix à faire et que si ce choix-là, tu le fais pas, tout le monde meurt, c'est un choix cornélien vieux comme le monde, mais qui incite malheureusement sacrifice pour la survie du deuxième. Et alors à partir de ce moment-là, est-ce que dans le laps de temps, là c'est une question humaine, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais est-ce que dans ce laps de temps-là,
t'as le temps de choisir lequel tu veux voir vivre, je pense pas. Je pense que t'es tellement apeuré, puis t'es tellement flingué du truc et que t'as même pas le temps d'agir que soit tu mens tout de suite, soit tu dis la vérité tout de suite, mais t'as pas de temps de latence où tu peux te permettre de... Ouais, moi je pense pas que tu puisses mentir pour en sauver l'un au détriment de l'autre. Mais bon, enfin, ça c'est des questions humaines et de raccord finalement à ce qu'on ressent nous. Chaque idée est différente. Elle fait le choix, elle investit, et ils inversent sa décision. Elle se retrouve brisée complètement. Bah c'est encore pire. C'est encore pire. Alors ça aurait été bien de le mettre dans la série. Ça c'est vrai que ça aurait pu être bien de le mettre dans la série justement pour appuyer le côté encore plus dramatique. Voilà, dans tous les cas c'est juste horrible, ouais. C'est... Mais alors du coup, attends, dans le livre, ça veut dire que dans le livre, elle choisit, donc elle désigne le plus jeune, mais eux, au lieu de tuer le plus jeune, ils butent l'héritier. C'est-à-dire que eux tombent dans le mille quand même. C'est-à-dire que dans le bouquin, l'héritier meurt, et dans la série, l'héritier meurt aussi. Ok, ok, d'accord, je vois. Oui, c'est vrai que du coup, ça aurait été peut-être pas plus mal de faire comme dans le bouquin. Je pense que dans le bouquin... Alors après, c'est une question de mise en scène. Là, je pose la question, c'est une question de mise en scène. Dans un bouquin, tu as un petit peu plus de temps et tu peux essayer de perdre le spectateur. S'ils avaient fait ça dans la série, vous auriez pas trouvé ça un peu obvious? Genre en mode... Bah évidemment, elle ment. Tu vois, genre évidemment. Et puis, tiens, comme par hasard, elle va désigner lui. Oh bah tiens, comme par hasard, ils vont buter l'autre. Moi, c'est la réaction que j'aurais eue. Je parle d'un point de vue série télé. Elle décide de sauver lui, les autres vont buter le deuxième. J'aurais été en mode, ouais, en vrai, c'est scripté. Là, j'ai bien aimé le fait que, en fait, elle soit apeurée et que l'autre, dans son regard, se dise, non, 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 elle dit la vérité. Moi, j'ai bien, juste d'un point de vue de mise en scène, je crois que je préfère comme ça. Parce que de cette manière-là, tu sens qu'elle, elle est complètement hors sol. Et lui, le regard qu'il a en mode, ah putain, c'est une mère et elle dit la vérité. Elle est vraiment en train de nous dire que c'est lui qu'il faut flinguer. Tu sais, je trouve que dans la scène, dites-moi dans le chat, vous l'avez peut-être pas vu comme moi, ça. Hein. Enfin, vous l'avez peut-être pas interprété comme moi. Mais c'est un laps de seconde, d'une seconde et demie, où le gars, il regarde, il fait ah merde, putain, elle dit la vérité. Et j'ai trouvé ça super fort. En mode ah, bah fait chier. Genre, elle a vraiment balancé son gosse, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai trouvé ça trop cool. Parce que ça sort des sentiers battus. Moi, je m'attendais à un twist. Finalement, de temps en temps, à trop de twists, ça tue le twist. Là, le fait qu'on reste sur ce délire-là, vraiment en mode, bah, moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé ça bien. Comment ils vont justifier la suite pour son personnage? Bah, du moment que l'héritier est mort, ça change rien au bouquin, non? S'ils ont gardé finalement le même. Moi, ça, je sais pas par rapport au bouquin. Hein. Mais par rapport au bouquin, si de toute façon, le personnage qui était censé vivre est celui qui a continué à vivre, ça change rien, non? J'ai un doute, ouais, je sais plus. Et merci mon Renault qui offre un sub. Le Renault qui offre un sub sur la chaîne. Merci beaucoup mon Renault. Pour le 354e abonnement offert. Merci beaucoup mon Renault, ça fait plaisir. À Valentine en plus évidemment qui risque de parler Game of Thrones et House of the Dragon avec nous pendant un petit moment, étant donné que voilà on en a pour 8 semaines, donc ça fait plaisir. Merci infiniment mon Renaud, ça fait plaisir. Le trauma réside au fait que les enfants sont réveillés, le choix impossible, Alicent, et donc là ça va être impossible de justifier tout ce qui va arriver, sachant qu'en plus c'est malin que ce soit Fromage qui voit qu'elle bluffe, pas vu qu'on sait qu'il est endetté parce qu'il est habitué au pari, c'est pour ça qu'il est endetté. D'accord, ok, ouais. Ok, ok. Et puis putain, il frappe le chien. Ouais, c'est vrai que lui, il a rien demandé. Hein. C'est-à-dire que le chien, il est arrivé, on sait pas pourquoi il était là. Ils ont vraiment juste casté un chien pour lui mettre une grosse tatane dans le bide. Pourquoi faire? Alicent est présente dans la scène, je crois, dans le livre. Ah là, ouais, donc là, oui, non, donc c'est pas du tout le cas. Bah après, ils vont peut-être prendre des directives. Oui, alors oui, donc dans ce cas-là, oui. Moi j'avais beaucoup vu de gens, moi, sur les réseaux, paradoxalement, vouloir plus de gore. J'avais volontairement pas regardé pour qu'on en parle ce soir, les gens qui disaient, d'un point de vue littéraire, les changements qu'il pouvait y avoir. Bon, je commence à comprendre un petit peu les directives que vous dites. Ça prend un petit peu plus, ça prend un petit peu plus de prestige. Justement, si Alicent est pas présente, c'est mieux car perso, elle va s'en vouloir de pas avoir été présente. Ça peut amener énormément de directives et énormément de théories, ouais. Clairement, hein.
Là, je pense qu'on est dans une œuvre où on continue un petit peu d'aller chercher cette armada totale, c'est-à-dire cette guerre totale. Les gens qui ont lu les bouquins savent à quel point ça va être dense et violent. Il y avait aussi des répercussions aussi sur sa fille qui était réveillée et sur son fils. Donc là, c'est pas justifiable. Ouais, d'accord, je vois le délire. Je vois le délire. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire ces streams de cette manière-là. C'est parce qu'effectivement, moi, j'aime bien au début vous apporter pas mal le côté filmique et puis mes petites théories. Et puis derrière passer par le reste. Allison qui se tape Cole, PTDR au calme alors qu'elle avait dit que c'était fini. Il doit avoir une sacrée poutre, le Cole. À lui, c'est je mange à tous les râteliers.com. Euh... ah ouais, c'est lui d'un autre côté, en même temps, il sait se placer. Hein. C'est-à-dire que bon, d'un côté comme de l'autre, moi là où là où il y a un petit feu de bois et puis une petite nana à séduire, Cole est jamais très loin. Lui, ce personnage-là, alors je sais aussi, par exemple, parce que on peut parler de ce personnage-là qui, pour le coup, fait beaucoup figure. Hein, y a beaucoup qui disent c'est un petit peu bon, je mange à tous les râteliers de la série, hein, c'est-à-dire qu'il se positionne un peu à voile et à vapeur. Apparemment, il aura un rôle extrêmement important selon les bouquins. Je vous demande pas de me dire quoi, évidemment, mais dites-moi dans le chat, est-ce que c'est vrai? Apparemment, Cole aurait un rôle majeur voilà, dans la suite du bouquin, parce que ce serait un rôle très important. Et c'est, en tant que moi, spectateur néophyte, difficile à imaginer dans quelle optique. Positif, négatif, est-ce que ce sera uniquement comme on pourrait l'imaginer pour son propre profit à lui? Est-ce que c'est au profit de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y aura pour être tout à fait honnête, j'allais dire, est-ce qu'il y aura un système de rédemption où le mec potentiellement peut faire les choses bien? Je pense pas. Cole, je le vois vraiment en fait comme un personnage. Non, je peux me planter, hein, mais de ce qu'on a vu de la saison 1 et là, je le vois comme un personnage extrêmement opportuniste. Et extrêmement opportuniste et totalement laissé pour compte. Pas important aux yeux des autres. Il peut le devenir en faisant certaines actions, mais pour moi, c'est le mec opportuniste, mais qui en même temps n'a aucun crédit de la part de tous les gens qui sont autour de lui, qui ne le vit pas forcément bien, et qui va pousser là-dedans, encore et encore et encore, au statut de ouais, je commence à en avoir ras le cul d'être un objet, maintenant je vais faire les choses à ma manière. Mais c'est comme ça que je le vois. Dites-moi, je suis peut-être loin du compte, hein, mais c'est comme ça qu'on le ressent quand on n'a pas lu le bouquin au cours des premières saisons, quoi. Merci mon Preach pour les 100 bits. Merci aussi Moya pour les 100 bits. Dans le bouquin, on sent que Sang et Fromage sont des pros. Ils étudient les habitudes du donjon rouge et grâce à ça, ils ont une stratégie, capturer Alicent dans sa chambre pour mieux saisir Elena et ses enfants qui ont l'habitude de venir la voir tous les soirs. Alicent est bâillonnée et assiste à la scène dans les bouquins. D'accord. Donc oui, d'un point de vue, je pense, puissance de scène, ça aurait été important de le faire comme ça, mais d'un point de vue narratif et nouveauté et création originale de la série, je pense qu'elle soit pas là peut apporter des choses intéressantes, ouais. C'est quand même le Lord Commandant de la Garde Royale, Val, donc non, les autres le considèrent bien quand même. Bah... Ouais, oui, après... Je parle plus d'un ordre humain et moral, Renaud. Moi, j'aime bien discuter des thématiques en arborant. C'est vrai que l'humain, pour moi, est au-dessus du fanion, si j'ose dire. C'est-à-dire que oui, il est Lord Commandant, donc il est gradé, Cole. Il est gradé, il a du pouvoir, enfin du pouvoir aussi bien que ce qu'on peut lui donner. Mais j'ai l'impression, dis-moi Renaud, de ce qu'on peut voir de lui, d'un point de vue humain et en termes de morale, oh, il est pas important. C'est un laquais. Je le vois vraiment comme ça. Pour moi, c'est le. Ouais, pour Alicent, par exemple, de la manière dont on le voit, c'est une tub. Et pas beaucoup de temps de parole. Pas forcément, on l'a pas vu montrer énormément de points stratégiques. On l'a pas vu vraiment, voilà, dans ce délire-là. C'est pas un Littlefinger. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas un Littlefinger. C'est pas un gars qui, à un moment donné,
c'est un stratège hors pair. Littlefinger, quand on le voyait, c'est un stratège de malade. Il avait des contacts partout. On sentait quand même qu'il était respecté, voire même craint. Cole, jusque maintenant, me fait pas cet effet-là. Mais bon, après voilà, je peux me tromper. Je vous dis, j'ai pas lu les bouquins. C'est une manière de voir le truc. Et Game of Thrones m'a toujours fait me dire que le grade était pas si important que ça. Je trouve. Tu peux être non gradé et avoir un respect et finalement être extrêmement apprécié et reconnu moralement, humainement et même stratégiquement, plutôt que être ultra gradé et puis finalement être dénigré, voire n'être rien. Prendre un exemple, mais comment je pourrais vous donner un exemple de personnage comme ça, par exemple, dans Game of Thrones? Quelqu'un de moins gradé qu'un autre. Comment il s'appelle Bon, on peut même dire Ramsay Bolton, mais Ramsay Bolton, il est respecté puisqu'il est craint. Le Sir Davos. Sir Davos est respecté. Sir Davos, avant d'avoir toutes ces gammes, etc., et avant de prendre en ampleur, Sir Davos est quelqu'un d'extrêmement respecté, qu'on écoute, etc., et qui a une vraie prestance. Voire, je pense, plus que le mec dont je cherchais le nom, mais là je l'ai plus, bah, qui était celui qui était normalement prévu pour prendre le trône de fer, qui s'envoyait Mélisandre. Ce qu'on ne peut pas lui en vouloir d'ailleurs, sauf quand elle retire son collier, bien sûr. Mais voilà, c'était pour moi Stannis. Voilà, pour moi Stannis. Alors moi, de mon point de vue, un mec comme Stannis, je l'écoute moins. Moins de portée, moins d'humanité, moins de moralité, moins de saveur, moins leader. Je l'écoute moins que Sir Davos. Alors que pourtant, Stannis est au-dessus. C'est ça que je voulais dire. C'est genre, pour moi, les grades, Brienne, c'est comme disait Valentine, Brienne, c'est une des personnages les plus courageuses, les plus respectées et les plus. Enfin, respectées. Si, elle est quand même respectée. Si, elle est quand même respectée, Brienne. Elle peut avoir des griefs de temps à autre, mais elle est quand même respectée. Et puis, c'est une grande guerrière. T'en as d'autres, bien moins. Alors que Edmure Tully, le seigneur que tout le monde s'en fout. Voilà, exactement, ouais, il y en a des comme ça. Jorah, ah ouais, non, mais Jorah, après. Ouais, Jorah, c'est encore autre chose. En fait, Jorah, non, moi, Jorah, c'était un de mes personnages préférés. Jorah, lui, non seulement il a ce côté très humain, mais Jorah, il est excessivement loyal et il a une rédemption à accomplir vis-à-vis de lui-même. Alors là, ça le rend exceptionnel. Enfin, je veux dire, c'est quand là, c'est tous les signaux sont sur lui, hein. C'est-à-dire qu'il joue avec la rédemption, il joue avec l'amour, il joue avec la loyauté, le respect. Il revient de loin, hein, Jorah, hein. Donc pour moi, ouais, un mec comme Jorah, alors lui, c'est l'un des personnages les mieux travaillés. Je pense celui qui a même la meilleure fin d'ailleurs. Parce que Jorah, malheureusement, il se passe rien avec Daenerys. Enfin, malheureusement pour lui. Mais finalement, la fin, je trouve, c'est une des morts, moi, qui m'a le plus peiné, Jorah. Je crois que c'est une de celles qui m'a foutu les larmes avec Jaime Lannister. Jorah, moi, ouais, parce que il y avait cette séquence aussi dans les bras de Daenerys où tu sens qu'il a vraiment tout fait, il est allé au bout, quoi. Moi, Jorah, oui, c'est un personnage qui est d'une écriture exceptionnelle. Pas assez reconnu, personne n'en parle alors que c'est un des. Ah ouais, non, mais moi je suis d'accord. Bah, il était. Je crois que Jorah, je l'avais mis dans mon top 5 personnages, hein. Il me semble, hein. Il me semble. Oui, il serait largement dans mon top 10 perso, moi, Jorah. Une des rares bonnes idées de saison 8. Bah, je sais pas si c'est différent du bouquin, pour le coup. Parce que je sais pas si Game of Thrones prend des libertés comme les comics de Walking Dead, où en gros, t'as un mec, il peut survivre 14 saisons alors qu'il est censé crever, ou t'as un gars, il peut normalement mourir saison 1, puis finalement, il va faire 12 comics. Je sais pas si c'est comme ça dans Game of Thrones. Ou genre, si vraiment. Ah bah non, mais de toute façon, non, je suis con, Game of Thrones, les bouquins sont pas finis. Donc ils ont été obligés de. Ils ont été obligés de continuer. Ils sont loin de cet endroit-là dans les livres. Ouais, non, dans les bouquins, oui, oui, non, oui, je réfléchis tout haut, mais oui, dans les bouquins, on doit être saison 5, 6, je crois, 5, il me semble, dans mes souvenirs.
Alors que là, dans la série, ils ont dû brader, enfin, ils ont dû continuer et puis voilà, faire la suite au moins des saisons 7 et 8 complètes normales. Mais c'était la meilleure mort qu'il pouvait y avoir pour Jorah. Il n'y avait pas de procédé. Je pense que pour lui, il n'y avait pas d'autre façon de faire. Je le voyais pas. Voilà, moi, c'est. Game of Thrones saison 8, c'est sur le destin de Daenerys où j'ai fait la gueule parce que je considère qu'ils ont complètement foutu en l'air le personnage Enfin, dans la réalisation et dans la manière dont ils ont géré ça, ils ont un peu foutu en l'air le personnage de Daenerys parce que je trouve que l'écriture de Daenerys est compréhensible sur plein de points. Donc pour moi, Daenerys a été bien écrite, alors que on avait beaucoup de choses derrière qui étaient bien plus catastrophiques. C'est juste que je trouve que dans la réalisation et dans la mise en scène, ils ont beaucoup trop insisté sur son côté Mad Queen, alors que pour moi, ça n'en était pas une. Tout ce que fait Daenerys, pour moi, c'est justifié par rapport à son passé et c'est compréhensible par rapport à la peine et la colère qu'elle a eue. Et faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a essayé de résoudre les choses clairement et correctement longtemps avant de devoir foutre le feu à tout Port-Réal. Donc on peut pas lui reprocher à un moment donné de vouloir faire la paix quand ta conseillère se fait décapiter devant ta gueule, quoi. Perso, si dans la saison, tant qu'on voit Laris Forst se pignoler en légende devant des pieds, cette saison sera... Putain, et cette scène-là aussi. Oh, la saison de Zinzin. Ah, j'avoue, et putain qu'il y avait ça aussi. Ah, l'enfer. Ouais, c'était pas un truc genre, je veux des informations, si, retire tes chaussettes. Voilà, juste monte tes pieds, et puis tiens, regarde. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, ça va loin des fois, hein. Bah là, la première scène où tu retrouves... l'une des premières scènes où tu retrouves Alicent et Cole, de toute façon, c'est un cuni des enfers, hein. C'est-à-dire, et puis quand tu vois la nana qui est comme ça, et puis bon, tu te doutes de ce qui se passe derrière. Et assez étonnamment, je sais pas si dans le chat, alors je me souviens plus si dans la saison 1 c'était quand même relativement acté. Au moment où Alicent, on la voit, on ne sait pas encore qui se cache en dessous de la jupette. Je sais plus si dans la saison 1 on pouvait avoir des soupçons là-dessus, mais en vrai de vrai, tout le monde s'y attendait à ce que ce soit Cole. Où j'étais le premier à me dire ah bah tiens, comme par hasard. Lui, vraiment, c'est pour vous dire le statut de Toy Boy que le mec il a, hein. C'est-à-dire que je sais pas si dans la saison 1 c'était déjà à peu près suggéré ou si c'était déjà acté et s'il l'avait déjà fait, j'en avais pas le souvenir. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah c'est sûr, c'est lui frérot. Tu veux que ce soit qui d'autre? Saison 1, elle dit à Cole, je sais vos sentiments à mon égard. Ouais, donc voilà, ça va pas forcément plus loin que ça. Mais là, moi, j'en étais sûr. Tu vois la scène, c'est évident. C'est évident. Et Choucha, dans tout ça, Choucha, il a un des rôles majeurs, hein. Choucha, il joue le rôle du dragon. Le dragon qu'on a là sur l'image, hein, il est très fort, Choucha. Tu vois pas le dragon faire ça comme ça? T'imagines le dragon, il s'envole, il est là, genre. Petite info, mais l'actrice qui fait Allison joue dans Ready Player One de Spielberg. C'est une excellente actrice. J'en parlais avec Renaud tout à l'heure d'ailleurs. Il faut rendre à César aussi ce qui appartient à César. On a beaucoup parlé de Emma Darcy. Tous les acteurs sont excellents. L'actrice qui joue Alicent est formidable parce qu'elle passe aussi par beaucoup de choses. Otto Hightower est fantastique parce que forcément, il y a tout le côté stratégique politique vient d'eux. La plupart vient d'eux. Ah, du côté des Targaryens avec Rhaenyra Daemon, on se pose un petit peu moins la question. On est vraiment, on veut tous les buter. Alors, un fils pour un fils, rapportez-moi la tête Daemon sur un plateau, on va tous les niquer. Donc c'est vrai que eux, même s'ils ont des conseillers pour leur dire, bon écoutez, on va peut-être faire ça de manière un petit peu plus, voilà, un petit peu plus tranquille, ils sont très actés sur l'idée de la vengeance. C'est normal, c'était les premiers accostés. Du côté de Alicent et Otto Hightower, on est beaucoup plus dans la politique, dans la réflexion. Et elle, je trouve qu'elle le joue extrêmement bien. Olivia Cook, ouais. On n'a pas parlé de réintro, mais rien que la musique avec le plan de Winterfell. Bordel, j'ai tellement kiffé. Avec la voix off, le kiff, on est de retour. Pareil, ça c'est vraiment pour l'amateur de Game of Thrones et puis pour ceux qui ont aimé, avec les plans larges, des plans très larges, très contemplatifs, le retour de Winterfell, le mur, ouais, forcément, ça rappelle des souvenirs. La musique, Ramin Djawadi qui nous remet ces musiques-là. C'est pas un thème, Renault, qui est proche des thèmes de Jon Snow? J'ai un doute. Mais le thème de Winterfell ou le thème du mur, etc., c'est pas un thème rattaché à Jon Snow qu'on entend au début de l'épisode? Si, c'est ça, hein. C'était la musique quand il... bon, bah d'accord, donc ça va. Bon, j'avais plutôt de bons restes. Parce que j'avais le thème, j'avais plusieurs thèmes rattachés directement à ça. Mais oui, non, forcément. Puis c'est agréable.
c'est agréable pour le spectateur, c'est forcément une belle une cohérence narrative, évidemment, une belle référence de revoir ça, la preuve que on a encore un univers qui est complet et qui va cesser de s'enrichir. C'est l'un des points pour House of the Dragon qui est compliqué à faire aussi, évidemment. House of the Dragon, c'est beaucoup considéré sur les Targaryens, c'est sûr. Si c'est considéré sur les Targaryens, on a des axes plus limités, des temporalités plus limitées, des lieux plus limités. Là, le fait de montrer Winterfell et le fait de voir ça prouve qu'on cesse encore une fois toujours d'élargir l'univers, de se rappeler au bon souvenir de l'univers. Et c'est bien qu'House of the Dragon soit capable de faire ça. Je ne sais pas s'ils le feront souvent, je ne sais pas si on partira de Port-Réal et des endroits qu'on connaît, etc., pour être un peu plus dans des terres justement, jusque maintenant encore non découvertes ou non vues, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Puis ça fait le talent de la mise en scène et de la réalisation, parce que là, encore une fois, je parlais du glow-up visuel, mais en termes d'esthétique pure et puis de respect d'univers et enfin, c'est vraiment une série en termes de dialogue, de richesse des dialogues, etc. C'est très fort. Hein. C'est très fort. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre Ouais, esthétique des plans larges, le travail du son, le plaisir de revoir le Nord, les prémices de la guerre, beaucoup de débats politiques, effectivement, le roi Aegon, Rhaenyra, moi j'aime bien aussi, il y a une scène qui m'a beaucoup plu, c'est Rhaenyra qui... Alors, là par contre, il faudrait que vous me raviviez la mémoire, il y a une séquence où Rhaenyra, elle est dans son... Elle est revenue dans ses appartements. Et il y a un jeune qui vient la voir. Putain, il essaie de rester stoïque. Et il lui parle. Et en fait, j'ai énormément apprécié ce moment. Parce que c'est là où l'humanité revient malgré tout. Et j'ai beaucoup aimé le jeu du gamin en mode... tu t'essaies de... Voilà. Et en fait, il fond en larmes. Il dit une phrase, il est déjà... Voilà. Et la deuxième phrase, alors que c'est des phrases de style de guerre, etc., pour tenir au courant de ce qui se passe au niveau des clans. Et la deuxième phrase, il s'écarte. Et là, la mère revient. T'es plus sur la chef de guerre, t'es plus sur la reine, t'es plus sur ça. La mère revient, le prend dans ses bras et il tombe dans les bras l'un. J'ai trouvé cette scène magnifique. D'un point de vue d'acteur, d'un point de vue c'est son fils. D'accord, ok. Il revient du mur. Jaehaerys. D'accord, ok, super. Donc oui, bah, c'est bien ce que j'avais compris. Mais, voilà, moi j'ai trouvé que c'est extrêmement fort parce que c'est là où justement, et la série le fait peu, Game of Thrones aussi le faisait peu, c'est on abandonne notre statut. C'est-à-dire pendant 15 secondes, il n'y a plus de statut, il n'y a plus de reine, il n'y a plus de lignée, plus d'héritier, pour rien. C'est un fils, un frère, une mère, et les deux sont en larmes. Et j'ai trouvé cette scène très forte. Voilà. Je pouvais terminer là-dessus avant qu'on passe aux questions-réponses. Il y a peut-être des questions que vous voulez me poser, comme d'habitude. Moi, c'est une scène que j'ai trouvée très très forte, effectivement. Et Matrice, puis Rhys Ifans, toujours aussi magistraux. Ah c'est acté. Hein. Otto Hightower, Daemon, c'est des mecs, c'est du charisme avant tout, quoi. Rhaenyra, elle donne tout pour ses enfants. Enfin, c'est sa priorité par rapport à d'autres qu'on citera pas. Mais c'est ça qui est bien. Et c'est ça que j'aime dans House of the Dragon. Et c'était la même chose pour Viserys. C'est le côté humain. Viserys faisait la même chose. Il y a un côté humain où là, avant l'héritage et les trucs et les machins et voilà les conquêtes et tout le reste, il y a la faveur humaine, la faveur des enfants. C'est ça que j'aime bien. C'est parce que c'est fort, c'est réaliste, c'est humain. Je disais tout à l'heure, j'avais limite les larmes aux yeux. Ah ouais, moi cette scène-là, je l'ai trouvée superbe. Je l'ai trouvée superbe. Daemon, quand il a une cape noire avec capuche, on sait un truc sale se prépare. C'est clairement le côté obscur. C'est Daemon Skywalker. C'est clairement le côté obscur qui arrive. Je vais tous vous foudroyer, dans le respect évidemment, mais foudroyer. Faut qu'on parle aussi de la scène des funérailles, le montage alterné avec Alicent est magnifique. Le funérailles, ouais. Même d'un point de vue esthétique et rapport aux couleurs. Je trouve que c'est une des scènes d'un rapport au jeu des lumières, au jeu des couleurs et à la photographie qui est somptueuse. Réussir à faire une séquence comme ça, ouais, dans le souci du détail, c'est assez fort. Détail à la con aussi, mais on prend le temps de s'attarder sur la réaction de Rena et ça me fait plaisir. Bah, c'est ça qui est intéressant quand tu as une série qui est aussi travaillée. Ça se joue, comme tu dis, sur des détails.
sur le moindre plan, sur la moindre manière de faire, sur la manière dont la musique s'accorde avec les personnages et les acteurs, et ça c'est super. Ça à un moment donné, quand on voit ça, c'est super. Donc ouais, non, c'est un épisode très costaud. Valentine demande, et ce sera justement, allez, la dernière question avant de se quitter, parce qu'on a fait comment dire, un beau tour d'horizon. Ouais, on a plus d'une heure 10, donc un beau tour d'horizon de l'épisode. Quelle note mettriez-vous à cet épisode de retour? Moi, je pars sur un bon 8,5. Un bon 8,5 sur 10. Je mets 8,5 sur 10 parce que je me dis, bon, on va pas mettre 10 tout de suite parce que, attendez, on en a 7 autres qui arrivent. Même 9, on en a 7, on en a encore 7. Hein, donc derrière, il faudra forcément qu'il y ait des marges. Mais moi, je lui mettrais un bon 8,5, ouais. L'arrivée de Rhaenys à Père Dragon avec Méléis, tu en as pensé quoi? Moi, j'ai kiffé. Je la trouve trop belle, cette dragonne. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, Renaud, sur le. Moi, c'est ce que j'aime bien sur le côté glow-up visuel. Même dans la manière. Alors, ça, il le faisait déjà, mais je trouve que chaque arrivée ou chaque départ en dragon est sublimé. T'as plus une scène de dragon pour dire qu'il y a des dragons. Ça n'existe plus, ça. Maintenant, c'est chaque scène est sublimée. Et ça me rappelle, Renaud, un plan que j'adorais de Daenerys dans Game of Thrones, la saison 8, où on la voit s'avancer et t'as le dragon derrière avec ses ailes juste derrière elle. On a l'impression que Daenerys, du coup, a des ailes elle aussi, puis ensuite t'as le dragon qui décolle dans les. Drogon qui décolle dans les airs. Bah, depuis ce plan-là, même avant, il le faisait déjà. Même avant, il le faisait déjà, parce que surtout qu'il y en avait moins. Donc, du coup, quand t'avais les 3 dragons qui arrivaient, à chaque fois, c'était. Voilà. Mais Rhaenyra qui descend du dragon, tous ces plans-là, il y a une iconisation de chaque plan avec le, avec les dragons que je trouve complètement dingue. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est pareil, Renaud, tu vois, par rapport au fait qu'avant, on la voyait pas descendre des dragons, ceci, cela. Là, effectivement, tu as le sens du détail. C'est le sens du détail, systématique. Toujours pour qu'on se dise, tiens, là, il y a un truc à aller chercher. Putain, on n'en a pas parlé, mais quand même, le sens du détail du générique fait chier quand même à un moment donné de passer 1 heure et demie à parler d'un épisode, alors que les mecs, ils viennent de nous sortir un nouveau générique. La beauté du générique d'House of the Dragon, qui laisse tomber le côté Game of Thrones traditionnel pour une espèce de... Alors, il me fait beaucoup penser à celui de Last of Us. Last of Us, c'est dans une continuité voilà, de plantes, etc. Et puis de cette espèce d'infection qui se déroule au fur et à mesure. Là, j'ai l'impression que c'est sur de la soie, du tissu, les dessins sur le tissu, sur la soie, pour reparler de toute la série, de la saison, de ce qui va arriver, laisser des indices, les trucs comme ça. En même temps, le côté tissu, soie, etc., c'est hyper noble, mais mettre du sang sur du tissu, sur de la soie, tout ça, c'est hyper violent. Donc il y a ce côté hyper noble et violent qui se juxtapose. Oh, moi, je trouve ça super. C'est voilà, de raconter l'histoire targaryenne à travers un générique, c'est vraiment bien. Hein. On peut encore en parler pendant 1 heure, il y a tellement à dire, moi ça me va. Ah ouais, ouais, non, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Après, là, c'est vrai que moi, mes lives, en général, feront entre 1 heure et quart et 1 heure. Là, on est sur 1 heure et quart. Hein. Entre 1 heure et quart et 1 heure et demie, parfois plus s'il y a plus à dire. Là, l'avantage, c'est que c'est un épisode de reprise. Donc, c'est vrai qu'après, ce serait être beaucoup dans la redite de choses qu'on a déjà pu dire. Surtout que moi, bon, j'essaie de me garder des surprises. Comme j'ai pas lu les bouquins, bah, il y a plein de points que je ne dis pas, puisque j'ai pas lu les livres, donc je veux pas me spoiler. Mais, euh, mais non, oui, voilà, tisser l'histoire, comme dit Preach, quoi. Tu tisses ça sur du tissu, de la soie, ça doit être plus être du tissu qu'autre chose, je sais pas exactement. Mais voilà, c'est déjà très élégant, très noble, très sanglant, puis c'est toute une histoire qui se mêle sur un générique. Ouais, c'est fort, c'est fort. Ça aurait même mérité d'être là dès la saison 1. Hein. Ils auraient pu le faire dès la saison 1, je sais pas pourquoi ils l'ont pas dit dans la première saison. Pourquoi ils l'ont pas fait? Peut-être manque de temps, ou peut-être qu'ils se disaient on va garder notre continuité, puis au final non. Moi j'aime bien qu'ils fassent un truc différent, mais qu'ils gardent la musique. Ça fait raccord. L'acteur qui a le mieux joué pour toi Ah bah, Emma Darcy. Mais après, c'est parce que un acteur, pour moi, peut être... Alors, je vais pas me faire des potes. Prenons Leonardo DiCaprio. Performance extraordinaire dans le Loup de Wall Street. Exceptionnel, exceptionnel. Mais alors, il débite, il débite, il débite, il débite, il débite, il débite, il débite. Moi, je suis fan de The Revenant.
je trouve que la performance de DiCaprio dans The Revenant est au même niveau que celle du Loup de Wall Street. Les gens en général vont dire non, il est meilleur le Loup de Wall Street, son Oscar aurait dû être gagné sur celui-là, The Revenant c'est moins bien. The Revenant, le mec, il doit avoir 5 phrases en 2 heures, il tient l'ensemble du film dans le non-dit. Juste par du regard, de la tristesse, des gestes, une attitude, une réflexion, des mimiques, et Rhaenyra, Emma Darcy, elle le fait d'une telle manière. Et le truc, c'est que là, dans l'épisode, c'est tellement raccord avec tout ce qui se passe à côté et tout, je me dis, elle est au-dessus de tout. Elle est au-dessus de tout. Ah, dans Les Infiltrés, il est très bon. Après, c'était pour vraiment montrer la différence, l'opposition qu'il y a entre le non-dit et le... Waouh, tu vois, je suis bigger than life et je déborde de partout. Moi, j'adore Rhaenyra dans cet épisode parce qu'Emma Darcy, dans le non-dit, elle est incroyable. Après, elle ressort vraiment du truc. Hammond, très bon. Otto Hightower, très bon. Alicent, Damon, toujours, même si Damon est un peu en retrait, on le voit pas tant que ça. Les jeunes, les gamins jouent bien aussi. Hein. Aegon, Gézéris, c'est ça, c'est le deuxième fils de Rhaenyra. Pas mal aussi, dans la scène où ils se prennent dans les bras, franchement, il y a un acting qui est... Enfin, tout le monde est très fort. Mais dans House of the Dragon, c'est comme Game of Thrones. À part Kit Harington, ils sont tous très bons. Donc, du coup, voilà, retrouver un, il faudrait en trouver un qui sort du lot, ce serait plutôt Emma Darcy, quoi. Non, Kit Harington n'est pas bon. Kit Harington n'est pas bon. Jon Snow est exceptionnel, Kit Harington n'est pas bon. Si vous aviez eu à un moment donné un bon acteur pour jouer Jon Snow, là, on aurait pu parler peut-être d'un des plus grands personnages de tous les temps. On le verra jamais puisque ce sera Kit Harington. Mais non, faut pas se satisfaire du nécessaire. Hein. Jon Snow, c'est un personnage de fou. Et quand t'as un mec qui joue sans expression, bouche ouverte pendant 8 saisons, c'est long, 8 saisons quand même. Fallait la placer celle. Ouais, toujours important. Tout Kit Harington, c'est vraiment Jon Snow qui n'était pas bon, parce que sur 2 ou 3 rôles qu'il a pu faire à côté, ça allait tout à fait. Juste là, c'était pas pour lui. Tu es dans quel team pour le moment? Rhaenyra ou Alicent? De mon point de vue, même si la dernière scène, on peut se dire qu'ils apporteront des nuances, il faudra aller se lever de bonne heure pour que je sois plus Team Rhaenyra et Daemon. Faudra vraiment, parce que je me connais, à moins qu'Aemond il fasse dinguerie sur dinguerie et que je me dise, en fait, le mec, c'est trop fort. Genre, ouah, tu vois, genre, le mec, il est au-dessus de tout et Aemond avec Vagar, ils font des trucs de malade et ah ouais, ben là, genre vraiment, mais ce serait un truc viscéral, foncièrement mauvais et vraiment borderline du style, ah ouais, la vache. Mais non, Team Rhaenyra. Team Rhaenyra et Daemon. C'est même Rhaenyra et Daemon. Hein, pour moi, c'est les deux. Mais je peux pas. Je peux pas. Moi, non, ouais. Faudra se lever de bonne heure pour que je trouve une autre équipe. Qu'est-ce que t'aimes pas chez Kit Harington? Objectivement, je trouve que l'acteur est très monolithique, très peu d'expression, très peu de charisme. Pas de mimique, pas de rictus. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il vit véritablement ce qu'il joue. Il a un air très bonnet parce que comme il joue souvent bouche ouverte, etc. Bon, ça marche au début, saison 1, 2, 3, quand t'es un rookie néophyte, mais quand t'arrives à la fin, Roi du Nord, et que tout le monde crie King of the North, et que t'es là toujours, bah ça a tendance un petit peu à me gonfler. Et ouais, inexpressif, monolithique, sans charisme, sans réel... ouais, bah c'est pour ça, Flaco, tu vois, que je connais bien le délire. C'est parce que c'est exactement Bibi, hein. Mais c'est le mec. Mais non, ouais, vraiment, pas du tout à la hauteur d'un personnage comme Jon Snow. Quand tu vois Jon Snow, putain, l'histoire, la narration, les périples qu'il vit. Bon, je trouve que Kit Harington, en tant qu'acteur, n'est pas à la hauteur d'un rôle de cette importance. Encore plus qu'en derrière, bah, tu vois Nikolai Coster-Waldau en Jaime Lannister, qui lui, en 8 saisons, il doit peut-être changer 4 fois de style tellement il est fort. Quand en face, t'as Sir Davos ou Charles Dance ou Cersei. Incroyable. Voilà. Il y en a par exemple beaucoup qui disent que Emilia Clarke s'est pas jouée. Je dis pas ça parce que c'est l'amour de ma vie. Mais Emilia Clarke, putain, mais l'évolution qu'elle a, quand tu vois tout ce qu'elle traverse,
et que tout ce qu'elle vit, moi, pour moi, Daenerys, Emilia Clarke, elle le possède, elle le joue trop bien. Elle le joue trop bien. Non, là, en vrai, c'était pas un petit pressing, c'était le temps additionnel parce qu'on me posait la question. On me posait la question, donc je réponds parce que faut pas que ce soit de la haine gratuite non plus, mais surtout que Kit Harington, il y a un ou deux rôles où je l'ai vu après, où je le trouvais pas trop mauvais. Mais voilà, ouais, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec la puissance d'un Charles Dance ou de Tyrion. Tu vois des acteurs comme ça, ouais, c'est vrai que Jon Snow, qui est censé être peut-être le rôle majeur, tu te dis, bon, fais chier, quoi. Emilia Clarke est géniale. Moi, Emilia Clarke. Et je suis content qu'on commence à redorer le blason parce qu'il y a plusieurs sites qui ont publié là récemment, à l'occasion de la sortie d'House of the Dragon, et ben, les meilleures séquences de jeu d'acteurs de l'intégralité de la saga Game of Thrones et le pétage de cap de Emilia Clarke dans la saison 8, au moment où elle décide de tout raser, a été mis dedans. Je trouve ça légitime. Mais lourd, hein. Elle est incroyable et sachant qu'elle a fait 2 AVC pendant le tournage, j'espère à Madani. Ouais, 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 non, mais en plus, voilà, quand tu sais tout ce qu'elle a vécu. Puis elle a eu beaucoup d'entourage. Je sais qu'elle s'entend très très bien avec Kit Harington. Elle s'entend très bien avec Jason Momoa qui l'a beaucoup aidé. Il y avait les petits running gags hein, de Emilia Clarke qui avait des photos de Jason Momoa partout dans sa roulotte pendant le casting et tout. Puis ça a l'air d'être, honnêtement, Emilia Clarke, d'être quelqu'un au-dessus de la moyenne humainement. C'est un amour de nana, Emilia Clarke. Enfin, moi, voilà. Dans mon top 5 des personnages de Game of Thrones, oui, Daenerys est forcément dedans, parce que c'est une de celles que je préfère. Je vais vous raid chez le Cebu, qui est sur The Carry. Ça va vous rappeler l'été d'il y a 2 ans, hein, pour ceux qui étaient là. Donc ça pourra être sympa. J'espère que du coup, on pourra l'entendre. Parce que bon, bah, ça arrive de temps en temps que Cebu fasse des lives et que bah, il soit mute. Pas des gens dans le casque, mais du chat. Voilà, je pense que ça doit être réglé. Voilà pour le raid. Merci à tous d'avoir été là. Petite pique à 60 personnes, c'est pas mal. Je pense qu'il y aura plus de monde le lundi, évidemment, mais là, euro oblige. Des bisous. Rendez-vous demain pour un Woufoufou spécial film de dinosaures. La review là, et l'analyse sera évidemment dès demain aux alentours de 17h sur la chaîne secondaire YouTube. Je vous fais des bisous. Bonne soirée. Merci pour les bits et les subs comme d'habitude. Et à la prochaine. Des bisous.